Alors, c'est autorisé, mais c'est encore confidentiel. Alors, je vais parler organisation et surveillance. Je ne vais pas parler de fond. Euh, un petit peu quand même pour essayer de vous rappeler que le cathéter, c'est bien. Je vois qu'il y a des gens qui partent, mais c'est bien le cathéter. Euh, on le savait déjà qu'en hospitalisation, ça fonctionne, hein, le cathéter périnerveux. Enfin, on a tous appris que c'était la meilleure technique possible d'analgésie post-opératoire avec la péridurale, etc. Enfin, je pense qu'on le sait tous. On n'en fait plus aujourd'hui parce qu'on fait beaucoup d'ambulatoires et qu'on se pose des questions sur justement les aspects organisationnels. Alors nous, on a fait une étude du caté en ambulatoire. C'était bien, il n'y avait pas beaucoup à réfléchir, ça avait été déjà fait en hospice, on l'a fait en ambulatoire. Ça marche aussi. On l'a fait sur à peu près toutes les chirurgies. C'est pour ça on a fait sur de l'épaule, du genou, de la cheville, histoire de ne pas se limiter à un type de chirurgie ou à une zone particulière ou à un type de caté en particulier. Donc dans cette étude, on avait un peu moins de 300 patients et on avait du caté interscalénique, du caté fémoral, du caté sciatique, enfin, on avait un peu tous les catés. Et notre critère de jugement principal, c'était le vécu péropératoire du patient, pas seulement la douleur, parce qu'en fait, c'est plus difficile d'améliorer le vécu que d'améliorer la douleur. Et puis c'est un critère qui est un peu sexy. Il y a quand même une dimension douleur dans le vécu périopératoire, donc c'était amélioré. Il y a une dimension attention portée au patient. Quand on met un caté, le patient a l'impression qu'on s'occupe plus de lui. Et puis l'index global, ce qui est très rare. C'est très difficile d'augmenter un index de vécu global avec une seule intervention, parce que le vécu est par essence multidimensionnel. Et grâce à une intervention sur la douleur, qui est un déterminant majeur du vécu périopératoire, vous arrivez à augmenter l'expérience globale du patient. Alors vous voyez que nos scores de satisfaction, c'est 72-78 parce qu'on utilise une vraie échelle. Quand on utilise des échelles pipeau, on est à 98% dans tous les cas, c'est plus discriminant. Donc méfiez-vous de vos scores de satisfaction et à peu près la totalité des études utilisent des scores de satisfaction bidons et on peut leur faire dire n'importe quoi. Sur la douleur, ça fonctionne. Les ENmax, c'était 2 dans le groupe KT et 5 dans le groupe single shot. Savoir que notre groupe comparateur, c'était la single shot avec dexaméthasone en intraveineux. Donc 2 versus 5 sur de la chirurgie qui est considérée mineure, comme on dit. C'est-à-dire que ce n'était pas de la prothèse de genou, hein. C'était du ligament croisé. C'était de la chirurgie du poignet, de la ligamentoplastie de poignet, ligamento de cheville, de la coiffe sur l'épaule, du bancarte, pas de prothèse d'épaule. Et on a déjà une différence 2 versus 5. Alors imaginez sur de la chirurgie prothétique. En termes d'épargne morphinique, il y avait presque 40 mg d'épargne morphinique sur ces mêmes chirurgies, chirurgie mineure, en même pas 3 jours. Voilà, donc le KT ça marche, le vécu est meilleur, la dimension de la récupération émotionnelle est meilleure, aucun impact sur la récupération globale, moins de nausées, plus de mouvement, c'est-à-dire que le patient qui n'a pas mal, il va reprendre une vie normale plus rapidement. C'est pas de la morphine, c'est pas une PCA morphine, c'est un KT périneural. Pas plus d'hématomes, pas plus d'infection, pas de risque de chute. Voilà. Donc là, je vais juste reprendre un petit peu, maintenant que j'espère vous êtes convaincu que le KT, ça marche, et je pense que personne ne se pose de questions là-dessus. Ce qui vous empêche d'en mettre, en fait, c'est ces choses-là, c'est-à-dire de croire que le KT se déplace, de croire qu'il y a plus d'infections, etc. Tout ça, c'est bullshit. Étude de Friedrichson, 1500 patients, 1% de taux de déplacement du cathéter quand on le fixe correctement. Okay. Ça veut dire que votre traitement, il marche dans 99% des cas. Donc ça, c'est pas vrai. Le déficit moteur, si on prend de la prothèse du genou, il existe déjà en préopératoire. Et puis c'est pas du sportif de haut niveau que vous faites, c'est de l'obèse qui a de l'arthrose, qui est en bout de course, quoi. Donc faut lui demander de faire des squats à J2, je vois pas trop l'intérêt. Sur les chutes, même sous 10, petit effectif, 194 000 patients. Pas de chute, même en analyse univariée. D'ailleurs, la réalisation d'un bloc nerveux n'atteignait même pas le seuil de significativité pour la multivariée. Méta-analyse d'Albrecht, pas de chute. Autre étude, 98 000 patients, pas de chute. Bref. Okay. Donc maintenant, on peut se focaliser sur les éléments qui vous empêchent de le faire et les vraies raisons qui vous empêchent de le faire, c'est-à-dire le cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire, il existe. Il est complexe et il a fallu du temps pour boucher tous les trous.
Le premier élément, c'est que la NSM a publié un protocole d'utilisation des spécialités à base de naropéine, de milligrammes par millilitre, dans le contexte du cathéter périnerveux. Ça fait 11 ans qu'on a ce protocole. Donc la NSM autorise l'utilisation du médicament depuis 11 ans. La cotation de la prestation pour l'infirmier, ça n'existait pas jusqu'en 2016, c'est-à-dire qu'on partait sur de la perfusion à domicile, en jouant sur l'ambiguïté perfusion à domicile. Là maintenant, le décret, la cotation infirmière prend en charge le cathé périnerveux. Avec un AMI 4.2, ça veut dire que l'infirmier gagne à peu près 180 € sur 3 jours, donc il est content. Un Ovenox, vous savez combien c'est ? 3,20 €. Le décret de compétence IDEL en 2021, parce qu'il y avait une cotation, mais certains infirmiers étaient encore frileux, donc on l'a fait rajouter dans le décret de compétence des infirmiers libéraux. Et là, c'est explicitement précisé que l'infirmier peut prendre en charge la perfusion d'un cathéter périneural à domicile. Tout ça, c'est prévu. Donc, ce cadre médico-légal étant posé, c'est possible. Il ne restait plus qu'à organiser les choses. Et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait avec le comité douleur ALR de l'ASFAR l'an dernier. On a fait un cahier des charges pour les prestataires de soins et un livret d'informations pour les infirmiers. Donc, vous avez les QR codes là qui vous permettent de les télécharger. Sinon, vous allez sur le site de l'ASFAR. Donc, en gros, tous les points sont abordés et les prestataires, alors tous les big players ont souscrit au truc, c'est Elivi, Studio Santé, Bastide, etc. Ils sont tous souscrits à ce cahier des charges. Donc ils s'engagent à respecter les éléments qu'on a définis comme étant essentiels pour la sécurité du patient et la qualité de la prise en charge. Donc il y a différents rôles du prestataire, mais on va voir sur l'aspect pratique juste après comment ça fonctionne. On a aussi défini le rôle de l'infirmier à domicile pour pas que ce soit anxiogène, parce que c'est assez rare encore le cathé à domicile et les infirmiers souvent ne sont pas formés. Nous, on a un spectre d'à peu près 300 km autour de la clinique. On fait du cathé en ambu, on fait de la prothèse du genou en ambu, et quand l'infirmière du bled du 84 reçoit la PTG à 21 h avec un cathé fémoral, il ne faut pas qu'elle tremble, quoi. Donc on leur a fait un livret qui est très détaillé et on les forme en amont. On organise des sessions de formation des infirmiers, mais tout ça c'est le prestataire qui le fait, vous vous inquiétez pas, je ne veux pas vous faire peur. Donc sur le livret infirmier, bien que le LAST à domicile ça n'existe pas, parce que justement le protocole ANSM est fait de telle sorte et on utilise des concentrations de naropéine qui sont telles que vous pourriez mettre votre cathé périnerveux dans la jugulaire interne, qui ne se passerait rien du tout. De 2 mg par millilitre à 5 ml/h, c'est comme la perf de Xylo divisé par 2, quoi. Donc il n'y a pas de risque de LAST à domicile. C'est juste quand vous faites votre priming qu'il y a un risque, et là c'est pour ça qu'on doit le faire au bloc. On a quand même détaillé ce que c'était un LAST, on a détaillé les signes d'intoxication et la conduite à tenir. Et surtout, ce qui est important, c'est pour l'infirmier de savoir tester le bloc, de savoir si le cathéter fonctionne. Donc on leur a dit comment tester un cathéter interscalénique d'un point de vue sensitif, comment le tester d'un point de vue moteur, quelles sont les complications possibles. Est-ce que le fait d'avoir un Claude Bernard Horner, c'est dangereux, pas dangereux? Quand est-ce qu'il faut appeler l'anesthésiste? Le but, c'est d'avoir une espèce de guide pour débugger le système et pour accéder à l'anesthésiste en dernier lieu. C'est-à-dire que l'infirmier soit capable de gérer ses pseudo-complications seul à domicile avant de vous embêter, quoi. Et en pratique, on est très peu embêté. Donc on a fait tous les cathés, on a fait toutes les zones sont couvertes, il n'y a pas de souci. On a aussi des questions fréquentes: que faire si mon patient a mal, le bras est complètement paralysé, que faire, etc. Donc ça, c'est l'IDE qui gère ça. Donc en pratique, je vais vous montrer mon workflow quotidien pour vous mettre dans le contexte. Je travaille dans une clinique privée, but lucratif, on fait beaucoup de patients. Tous les patients ont mon numéro de téléphone personnel, tous les patients que j'endors ont mon 06, donc j'ai pas intérêt à ce qu'ils aient mal à 3 h du matin, quoi. C'est pour ça que je fais du cathé. En pratique, quand je vois un patient en consultation, je vais générer différentes ordonnances quand je pense qu'il y a une indication de cathé.
Donc nos indications de KT, c'est celle de la RFE de 2013, de la SFOR, c'est simple. C'est toute la chirurgie de l'épaule, c'est le ligament croisé, c'est la prothèse du genou, c'est l'arthrodèse de cheville, c'est la grosse ligamentoplastie de cheville, c'est les grosses ligamentaux de poignet, les prothèses de pouce, etc. Prothèses d'épaule. Donc on fait une ordonnance de protocole de naropéine, donc une ordonnance de flacon de naropéine. Une ordonnance pour le Medicet, c'est le pansement du caté quand l'infirmière retirera le caté. Et l'ordonnance de prise en charge pour le prestataire. Donc tout ça, c'est informatisé, c'est juste un clic sur notre logiciel. Ça part par mail au prestataire. Et en fait, le prestataire va préparer son système pour le jour de la chirurgie. C'est-à-dire qu'on a la date de la chirurgie sur l'ordonnance. Et donc, le jour de la chirurgie, en salle de réveil, on voit arriver ce petit sac. Alors, c'est pas de la pub pour Ilvi, c'est le prestataire avec qui on travaille, mais peu importe. On voit arriver ce petit sac au bloc. Donc, le prestataire vous livre la pompe. Donc, c'est une pompe rythmique et évolution qu'on utilise. Le Medicet et puis la poche de ropivacaine. Alors, la ropivacaine, c'est une délivrance hospitalière. C'est-à-dire que c'est votre pharmacie qui délivre la ropivacaine. Et pour ensuite, à domicile, c'est le prestataire qui se charge de récupérer les poches. Donc ça, c'est la pompe qu'on récupère avec la tubulure. Donc on place le cathéter au patient, on fait notre chirurgie. Et en salle de réveil, on lui explique comment fonctionne la pompe. Donc là, vous voyez que le patient, là c'est une prothèse unicompartimentale, je crois. Vous voyez qu'il a sa pompe ici. Il y a la tubulure qui va sur le fémoral et là il y a le petit bouton poussoir sur lequel il peut déclencher des bolus. Donc là on est en post-opératoire immédiat, en service d'ambulatoire avant que le patient reparte à la maison. On lui explique comment ça marche. Et une fois qu'il est reparti à la maison, nous on va avoir le site web Micrelcare, parce que c'est les pompes qu'on utilise, mais de toute manière, les pompes de Gamida sont retirées du marché, donc vous n'avez plus beaucoup de choix. Je vous déconseille l'utilisation des pompes élastomériques qui ne sont pas précises du tout et qui ne permettent pas un monitorage du patient et qui ne permettent pas de déclencher une prise en charge de prestataire, une prise en charge I2. Donc je pense que la pompe électronique, c'est vraiment ce qu'il faut utiliser. Donc, vous voyez, on a les différents patients. Alors, c'est le truc que je l'ai regardé ce matin. Oui, on a 2 perfusions en cours et une pompe éteinte parce que c'est la fin du traitement. Et à la fin du traitement, on laisse les cathés pendant 3 jours. Le matin du 3e jour, on met la pompe en pause vers 6-7 heures du matin quand l'infirmier fait sa tournée du matin. Et ensuite, l'infirmier appelle le patient à midi. Le patient a mal, on reprend 24 heures de traitement supplémentaire. Le patient n'a pas mal, on retire le cathéter le soir. Donc ça nous arrive sur des prothèses de genoux de laisser le cathé fémoral pendant 5, 6, 7 jours selon les besoins du patient. Pareil sur l'épaule. On ne décide pas de façon arbitraire d'arrêter le traitement à J2 ou J3. Ça, c'est la fiche patient. Donc, vous voyez que, en gros, il y a écrit le taux de rejet. Le taux de rejet, c'est quoi? C'est le nombre de bolus qui n'a pas été satisfait. Et c'est un reflet de l'inadéquation des besoins du patient et de ce que vous pouvez lui offrir. C'est-à-dire, si le patient fait 5 demandes de bolus et qu'aucun n'a pu être satisfait, ça veut dire qu'il fait trop de demandes de bolus. Et donc, il y a un problème avec le KTO. Donc, quand on voit 0%, c'est un succès. Donc, vous voyez ici le temps qui reste avant le prochain changement de poche. Vous voyez qu'on utilise des débits qui sont faibles, on est à 2 ml/h. C'est de la ropivacaine à 2 mg par millilitre. On ne fait pas de dilution pour éviter d'augmenter le risque infectieux. Et puis le protocole de la NSM ne prévoit pas qu'on dilue les poches. Le bolus patient, il est à 2 ml. Et la période réfractaire est toutes les 15 minutes. Comme ça, on a une meilleure granularité sur les bolus du patient. Et le patient peut faire plus de demandes et s'adapter vraiment à sa douleur. Ça, c'est une vision graphique. Vous voyez que le patient a fait 2 bolus. Il a demandé un bolus à 19h et 2 bolus à 7h. Les 2 ont été satisfaits. Et vous voyez qu'il y a la perfusion basale ici. Donc ça nous permet de vérifier que tout va bien pour le patient, en plus d'avoir un infirmier qui passe à la maison, ce qui est toujours sympa. Par exemple, sur les prothèses du genou, on est bien content qu'il y ait un infirmier qui passe quand on fait ce genre de chirurgie en ambulatoire. Et puis le patient à la maison, il n'est pas forcément cloué au lit. Ça, c'était une prothèse totale de genou. On est à J2. Il a sa pompe, elle fonctionne. Hein. On ne l'a pas mis en pause pour le faire marcher. Je pense qu'il n'aurait pas marché. Ça vous permet de voir
les alentours de Marseille au passage. Bon, vous voyez, alors c'est pas pour faire, j'appelle ça de l'anesthésie à porn, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible, quoi. Il faut arrêter de diaboliser le cathé. Quand on utilise des faibles concentrations, des faibles doses, on peut avoir un patient qui à la fois n'a pas mal et qui à la fois marche correctement, quoi. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je l'ai faite un peu courte pour rattraper le retard et pour avoir de la place pour les questions. Et là, je vous laisse juste un film de la pose d'un cathé sciatique pour ceux qui mettent pas de cathé, pour vous montrer que c'est rapide aussi. On fait aussi de l'activité privée. On n'a pas beaucoup de temps entre chaque patient. Là, vous voyez que j'ai pas d'IAD et je vais poser le cathé sciatique seul. Il y a juste quelqu'un qui m'a fixé la blouse au niveau du cou, mais je vais faire le badigeon. J'ai préparé ma table. Là, je suis en train de préparer mes seringues. Je ferai le pansement. Et voilà. Donc, c'est faisable dans une pratique courante à haut volume. Ça aussi, c'est pas un souci. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.